Le nom du vainqueur de la 10e édition du Vendée Globe sera connu la nuit prochaine, sauf avarie majeure de dernière minute. C'est bien Charlie Dalin sur son IMOCA Massif Santé Prévoyance qui sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Le skipper Avray est attendu au Sables d'Olonne dans quelques heures, très tôt ce mardi, entre 3 et 7 heures du matin. Concentrer, c'est de continuer à me reposer, à bien manger, à bien régler le bateau. Les conditions sont quand même assez instables, donc j'essaye de trouver le bon compromis pour que le bateau avance toujours à une vitesse acceptable. Je suis encore dans ma course, et, complètement encore dans ma course. J'essaye de pas trop penser à l'arrivée pour l'instant. C'est sûr que c'est toujours là, quand on est proche de la destination du voyage que le temps passe un peu moins vite, quoi. Comme quand on part en vacances, c'est toujours le dernier kilomètre le plus long, quoi. Derrière lui, la deuxième place est promise à Johan Richaume, pénalisé par la perte de son J0 en fin de semaine dernière. Le skipper de Paprika est lui attendu au Sables d'Olonne entre mardi après-midi et mercredi matin. Le podium de cette 10e édition devrait être complété en milieu de semaine avec l'arrivée du troisième, Sébastien Simon. Le skipper de Groupe Dubreuil qui navigue dans des conditions idéales au portant à l'est des Açores pourrait faire son retour au Sables d'Olonne vendredi 17 au matin. Pour l'arrivée, j'ai pas grand chose à jouer si ce n'est que préserver le bateau. Donc voilà, prendre du plaisir, essayer de se reposer quand je le peux. Ça fait plaisir de naviguer dans des conditions comme ça là. Grand soleil, mer plate, génial. Pour la suite, la bataille se poursuit dans le top 10. Sam Goodchild puis Jérémy Bayou ont été les premiers du groupe de 7 skippers à franchir l'équateur, marquant leur retour dans l'hémisphère sud et dans le poteau noir. On se voit tout le temps, si j'ai envie d'aller le voir, je peux le dire coucou. On envoie quelques petits messages par WhatsApp aussi de temps en temps. Oui, d'une manière c'est bien, d'une autre manière ça rajoute un peu de stress quand même parce que chaque erreur ou chaque fois qu'on dort un peu trop ou qu'on récupère des voiles parfaits, on le paye tout de suite et on le voit tout de suite. Derrière le groupe de poursuivants, le trio Clarisse Kremer, Samantha Davis, Benjamin Dutreux poursuit sa remontée de l'Atlantique Sud dans des conditions toujours instables. Au final, j'avais pris le routage à l'est en me disant normalement je suis censé creuser un peu l'écart, donc ça m'arrange bien parce que dans les alizés, elle risque d'avoir des bolides qui vont un peu plus vite que le mien. Mais bon, au final, on se retrouve à égalité, donc c'est pas grave, hein, ça va leur faire vacher. Hein. Enfin, le week-end a aussi été marqué par un nouvel abandon, celui d'Éric Bellion. Le skipper de Stendhaz One Altavia a dû se résoudre à amarrer aux îles Malouines. En cause, malgré une réparation, l'axe qui tenait l'étai de son J2 a de nouveau cédé, un problème majeur pouvant entraîner la perte du mât. Je crois que c'est un des trucs les plus rock'n'roll que j'ai fait dans ma vie de marin, cette manœuvre. Je vais arriver avec des trains à 35 nœuds et là je pense qu'il y a 50 nœuds. On est à l'abri, le bateau est intègre, il n'y a personne de blessé. Vive la vie! Au 65e jour de course, Charlie Dalin se prépare donc à pulvériser le record du Vendée Globe établi par Armel Lecléache en un peu plus de 74 jours. Hormis le podium, les autres places du top 10 sont mouvantes. 200 000 séparent Sam Goodchild de 4e de Nicolas Luneven 7e. Dans la suite du classement, les positions restent resserrées. 6 skippers entre Romain Athanasio et Isabelle Yoshke se tiennent en un peu plus de 150 000. Tanguy le Turquet 21e et Konrad Coleman 22e ont pris leur distance sur le dernier groupe à avoir franchi le Cap Horn. En queue de peloton, ils sont toujours 6 à évoluer dans les mers du Sud, de Oliver Heer 29e à Denis Van Winberg 34e. Fabrice Amédéo et Emmanuel Cousin se rapprochaient ces dernières heures d'une zone où plusieurs icebergs ont été signalés par la direction de course. Amarré à Port Stanley au Malouines, Éric Bellion attend désormais l'arrivée d'une partie de son équipe afin de réparer puis de repartir en mer pour boucler, hors course, son deuxième Vendée Globe. Bon allez, la bise à tous, ciao. Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance. Ce mardi 14 janvier restera à jamais gravé dans la mémoire de Charlie Dalin, le grand vainqueur de cette 10e édition du Vendée Globe. Vous l'avez peut-être vécu avec nous en direct. Le skipper de Massif Santé Prévoyance a franchi la ligne d'arrivée au large des Sables d'Olonne ce matin à 7h24 après 64 jours, 19h22 minutes et 49 secondes de course. Il explose le précédent record établi par Armel Lecléache en faisant 9 jours et 8 heures de mieux à 17,8 nœuds de moyenne. Celui qui avait terminé deuxième lors de l'édition 2020-2021 obtient enfin le Graal, la victoire sur le Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance. Je vous propose d'écouter sa première réaction juste après le franchissement de la ligne à bord de son IMOCA.
Je sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus. Et non, c'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique Sud à une vitesse folle, 23 jours de mer du Sud. C'est incroyable aussi. Remonter de l'Atlantique, pareil. Tout à l'heure, avant de franchir la ligne d'arrivée, je me disais mais j'ai l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Vraiment, j'ai vraiment l'impression d'être parti il y a 2 jours, quoi. Il y a juste la température qui a changé, quoi, mais non, vraiment super cette course. Le bateau, j'ai eu quelques soucis, mais vraiment pas grand chose. Le bateau est en parfait état. Grâce au super travail de l'équipe, j'ai les meilleurs du monde dans l'équipe. Et l'un des premiers à avoir félicité Charlie Dalin pour cette victoire, quelques heures avant le passage de la ligne, c'est le tenant du titre, le vainqueur de la précédente édition, Yannick Bestaven, toujours en mer, mais hors course après avoir réparé son bateau en Argentine. Bienvenue dans le club fermé des vainqueurs du Vendée Globe. Et c'est très mérité. Tu as fait une course formidable. Une route impeccable, un bateau parfaitement prêt, de super vitesse. Donc il était pour toi ce Vendée Globe. Et je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 4 ans quand j'ai pris le trophée dans les mains, ce que je t'ai dit. Je t'avais dit dans 4 ans il sera pour toi. Voilà, et je ne me suis pas trompé et je suis très content, c'est vraiment mérité. Charlie Dalin qui a réalisé la course presque parfaite, une course marquée par son duel épique avec Johan Richomme, le skipper de Paprec Arkea. Retour sur ces 65 jours de duel entre les deux hommes avec ce reportage de Mathis Pires. Le 10 novembre dernier, ponton du Vendée Globe, nous les avions laissés ici. 2 hommes parmi les favoris de la course. Moi, c'est Charlie Dalin, j'ai 40 ans, je suis skipper de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Moi, je suis Johan Richomme, skipper du bateau Paprec Arkea. D'un côté, Charlie Dalin, 2e en 2020, il est aussi le vainqueur de la New York Vendée l'été dernier. J'y pense pas du tout à la victoire, je pense au travail qu'il a réalisé encore jusqu'au départ, au travail que j'aurai à réaliser sur l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est que la concurrence sera rude, sûrement plus féroce que sur l'édition 2020. Et de l'autre côté, son concurrent le plus direct, Johan Richomme, est lui, connu pour son expertise en stratégie météo. En scénario météo, pour moi, il y a un peu 2 phases. Une très classique, où en fait, il faut descendre l'Atlantique le plus rapidement possible, prendre les tempêtes des mers du Sud, et après c'est parti. Au large, là où les 2 hommes se connaissent le mieux, ils se partagent les 2 premières places. Et voilà, ça y est, c'est parti. Mais arrivé au Cap de Bonne-Espérance, 20e jour de course, Cap de Bonne-Espérance franchi. un autre homme vient se rajouter à la partie. Allez, croisement avec Seb. Le Sablais Sébastien Simon compte bien leur causer du tort. Le bar noir là c'est Cap de Bonne-Espérance. Nous on est le petit bateau bleu ici. Il vient même prendre la place de leader. Yalla! En tête du Vendée Globe, à bord de Groupe du Breuil. Mais son bonheur ne sera que de courte durée. Handicapé par la perte d'un de ses 2 foils, le lendemain, Charlie Dalin en profite pour reprendre son trône. Il fallait pas le chercher, le havrait. Un train à lancer à pleine vitesse dans le froid, là. Après ça, impossible pour Sébastien de revenir. Johan et Charlie s'envolent, main dans la main, jusqu'au dernier cap, le Cap Horn. 23h27, heure française, Johan Richomme passe en premier. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête, un truc de malade. Mais 9 minutes et 30 secondes plus tard, le Normand le rejoint. Jamais 2 skippers n'avaient franchi le Cap Horn avec aussi peu d'écart. Il est là, ce Cap Horn. L'expert en stratégie météo conservera son avance jusqu'au jour 50. Au large du Brésil, l'architecte naval Charlie Dalin le double et file tout droit. Ça se rapproche de plus en plus, c'est sûr. Et puis je garde un œil sur Johan
qui je sais ne va rien lâcher jusqu'au bout. J'ai l'intention de pousser au maximum, mais aussi de ne pas faire de bêtises. Hein. Ça ne sert à rien d'aller tout ruiner. Au 65e jour de course au coude à coude, ils sont attendus ce mardi. Les deux hommes ont explosé les compteurs, presque 10 jours de mieux qu'Armel Lecléache en 2016. Et c'est la deuxième fois qu'un skipper normand remporte le Vendée Globe après Christophe Auguin lors de la 3e édition. C'est également la deuxième victoire pour Massif après celle de François Gabard en 2012-2013. D'autres anciens vainqueurs étaient présents aujourd'hui au Sable d'Olonne pour accueillir Charlie Dalin, Michel Desjoyaux notamment, mais aussi Alain Gauthier, vainqueur du deuxième Vendée Globe en 1992-93. Il a livré lui aussi sa réaction après la victoire de Charlie Dalin. Est-ce que ça change quelque chose dans la vie d'un marin d'avoir gagné le Vendée Globe ? Bien sûr que voilà, c'est qu'on le veuille ou pas, on devient vainqueur de Vendée Globe. On n'est pas très nombreux, 9 maintenant avec Charlie, parce que Michel Desjoyaux en a gagné 2 à lui tout seul. Et donc voilà, on n'est pas nombreux, ça arrive tous les 4 ans. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination pour y arriver. Charlie a démontré toutes ses qualités. Rappelez-vous, il y a 4 ans, c'était quand même pas simple pour lui. Et ben là, il a démontré qu'il avait sa place avec une magnifique bagarre, parce qu'on peut rendre hommage aussi à Johan et à Seb Simon aussi d'un autre côté. Donc dans ce club très privé des vainqueurs du Vendée Globe, il n'énote pas Charlie. Hein. Ah non, non. Aucun vainqueur de Vendée Globe ne détonne. Chacun avec sa manière, avec sa méthode, avec son état d'esprit. Yannick Besteven avait fait une course magnifique aussi il y a 4 ans. Il n'avait pas eu de réussite du côté du Brésil. Et puis finalement, la réussite lui était revenue à la fin de justesse. Donc voilà, chacun met sa patte sur le Vendée Globe. Et c'est très bien ainsi. Ouais. Globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette 10e édition, Alain, vous qui les avez toutes suivies ? Splendide. Splendide. On aurait aimé avoir une bagarre à 3. C'est vraiment dommage que Sébastien Simon ait cassé ce foil parce qu'il était complètement dans le match. Sans doute un peu l'invité surprise dans ce duel de favoris. Il en manquait quelques-uns, bien sûr, qui, hélas, n'ont pas eu la réussite au bon moment. Et Seb Simon a démontré vraiment une très belle valeur. Mais le duel a été magnifique. L'écart est un peu plus grand que ce qu'on a eu l'habitude de voir ces dernières années, entre le premier et le deuxième, mine de rien. Mais en tout cas, vraiment une course incroyable. Dur à avaler pour le groupe des chasseurs qui n'ont pas été servis. Là, c'est vraiment un problème de réussite puisqu'ils se sont donnés à fond aussi. Ils n'ont pas eu de grosses casses, c'est juste le timing. Et sur ce Vendée Globe, le timing a été essentiel, que ça soit à partir du Brésil à l'aller, tout de l'Atlantique Sud, et puis après les 2 autres océans. Donc les premiers ont bénéficié vraiment de conditions assez incroyables. Alain Gauthier au micro de notre confrère de Ouest France, Philippe Joubin, autre figure de la voile présente aujourd'hui au Sable et qui avait vécu avec passion cette arrivée et l'ensemble de la course, c'est Catherine Chabot, la première femme à avoir bouclé en course un tour du monde à la voile en solitaire et sans escale. Elle aussi a livré ses impressions après cette belle arrivée. Extrêmement émouvant, même si on ne l'a pas vécu sur l'eau, on était en cabine. Mais d'abord, tout était là, quoi. La beauté de la lune, le soleil qui se lève, etc. Et les derniers instants où on sent jusqu'au bout la concentration de Charlie. Et puis, enfin, il coupe la ligne. Et là, c'est le relâchement. Et on a l'impression qu'il est lui-même étonné. Et c'est fini, je l'ai fait, mission accomplie, quoi. Un peu la revanche d'il y a 4 ans. Et voilà, je l'ai vécu, il l'a tellement exprimé et c'est tellement vrai que cette victoire, c'est celle aussi de son équipe, de l'équipe de Merconcept, etc. Moi, je trouve que cette joie est communicative. Aujourd'hui, avec l'atmosphère des actualités aujourd'hui, cette victoire, elle nous fait du bien. Avec en plus un record qui tombe, le record d'Armel Lecléache, battu avec ses bateaux qui vont toujours plus vite. Ça a été une vraie folie en tête de course Vendée Globe, notamment entre Charlie Dalin et Johan Richaud, mais aussi Sébastien Simon.
Ah oui, moi j'ai beaucoup suivi. Je vais vous dire, pendant ces 64 jours, je n'ai pas raté une seule mise à jour. Moi qui suis rangée des camions, comme on dit, depuis des années, j'ai suivi ça avec passion, y compris la mise à jour à 3 heures du matin. Je pense qu'on a un très beau vainqueur parce qu'on a deux magnifiques skippers aussi qui sont derrière. Cette tension entre les trois a été extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai hâte aussi d'entendre Charlie. D'entendre aussi Johan, parce que Johan, il a fait une course complètement magique. On a eu des conditions, ces marins ont eu des conditions assez exceptionnelles. Voilà, et une maîtrise du sujet que je crois on n'a jamais égalé jusqu'à présent, y compris à l'époque, enfin à chaque fois on dit ça, mais voilà, une telle concentration, enfin moi je trouve que c'est très impressionnant. Et après avoir franchi la ligne d'arrivée tôt ce matin, Charlie Dalin a dû patienter pour remonter le mythique chenal des Sables d'Olonne en raison de la marée et attendre que le niveau d'eau soit suffisant. Il a donc remonté ce chenal à partir de 13h50 cet après-midi. C'était un véritable bain de foule et un moment toujours plein d'émotions pour le vainqueur du Vendée Globe. Je vous propose de revivre quelques minutes de cette remontée du chenal et de vous replonger dans l'ambiance sans commentaire. Regardez. J'ai pas les mots, un grandiose, géant, et effectivement il fait presque beau, presque chaud. Les images parlent d'elles-mêmes et là on vit l'entrée dans le mythique chenal des Sables d'Olonne, donc c'est énorme. C'est très émouvant. C'est la première fois que nous suivons la course Vendée Globe du début à la fin. Nous l'avons soutenue depuis le départ et nous avons attendu même cette nuit. Nous étions là au moment de son arrivée en mer. Et là maintenant de le voir, c'est émouvant, très émouvant et je suis super contente. Vraiment. Vous retenez vos larmes? Oui, vraiment. C'est top. Une émotion assez forte parce que bon, je pense que c'est impressionnant pour lui comme pour nous. J'ai suivi son parcours pendant un peu plus de 2 mois, donc je pense que son arrivée était méritée, qu'il y ait autant de monde, en plus sous un soleil, c'est magnifique. Et après avoir posé pied à terre, Charlie Dalin a pu répondre aux différentes questions des journalistes. Et même s'il est revenu avec un bateau en très bon état, il n'a pas été épargné par les avaries. Et il a enfin pu nous en dire un peu plus. Un des plus compliqués, c'était cette réparation de voile qui était cruciale du côté de la Nouvelle-Zélande où là j'étais obligé de travailler avec des bateaux qui faisaient des pointes à 30 nœuds dans la soute à voile. J'étais avec mon casque, je le faisais balancer de gauche à droite dans la soute à voile par les ralentissements du bateau dans les surfs. Et en fait je travaillais à une échéance fermée, quoi. J'avais un créneau de vent faible pour pouvoir réhisser la voile parce qu'elle était déroulée dans le bateau. Et donc je vous laisse imaginer 170 mètres carrés dépliés à l'intérieur de l'IMOCA. Il y en avait partout, du tissu partout. Et donc j'ai réparé ces gros trous et j'ai
J'ai réussi à la réhisser, la rerouler sur elle-même, la ranger dans son sac, et là c'est vraiment une belle victoire. Techniquement c'était le truc le plus gros compliqué. Après j'ai fait de la strat. J'ai une fissure de 1,50 m dans le bordé sur le côté bâbord de la coque. Ça, je sais quand ça s'est passé, c'est quand j'allais très vite le long de la zone des glaces dans le Pacifique. Et voilà, je me suis rendu compte quelques jours plus tard de cette grosse fissure. Après, j'ai eu un problème d'hydraulique dans la descente de l'Atlantique. J'ai perdu pas mal d'hydraulique de quilles. J'ai le moteur qui s'est désolarisé de la pompe là. Et donc j'ai perdu pas mal d'hydraulique, mais heureusement, je me suis rendu compte assez tôt du problème, et avec l'hydraulique de spare qu'on avait, ça a permis de refaire le niveau et de pouvoir continuer sans problème. Voilà, et puis j'ai changé un V1 de pilote, j'ai changé quelques bloqueurs, j'ai changé une drisse, j'ai changé des écoutes, mais voilà, à chaque fois, en fait, à chaque problème, avec l'équipe, on arrivait à trouver une solution où on avait la pièce de rechange, et donc j'arrivais à remettre le bateau à 100% de son potentiel. Après avoir quitté le ponton, Charlie Dalin a pu profiter encore d'un bain de foule en déambulant au milieu des spectateurs, et il s'est prêté au jeu des selfies et des autographes auprès des spectateurs venus nombreux avant donc de rejoindre le podium du Vendée Globe et de soulever ce fameux trophée qu'il convoitait tant. Des dizaines de milliers de personnes sont venues acclamer le vainqueur de cette 10e édition. Une journée pleine d'émotions pour le public également. Des sourires, quelques larmes et surtout beaucoup d'applaudissements. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'arrivée de Charlie Dalin n'a pas laissé indifférent dans le chenal. L'ambiance était au rendez-vous et le public était aux premières loges pour immortaliser ce moment inédit. Et c'est justement le cas d'Alexandra qui est arrivée dès 13 h ici. Alors Alexandra, qu'est-ce que vous avez retenu de ce moment ? Toute une ambiance qui était sympa, tout le monde en cohésion. On était là pour l'arrivée du vainqueur, pour Charlie, et c'était génial, quoi. Le cœur qui battait quand même super fort pour pouvoir d'être là, c'était super. Et on en a parlé ensemble juste avant, vous vous êtes même arrangé pour avoir un petit repos aujourd'hui et pour être là ? Oui, voilà, je devais travailler cet après-midi. J'ai demandé à mon employeur si du coup je ne pouvais pas décaler à demain mon travail, et elle a accepté, donc c'était super de sa part, j'étais contente. Et alors vous avez quand même fait d'autres éditions du Vendée Globe. Est-ce que vous trouvez qu'il y avait plus de monde cette année ? Oui, j'ai fait plusieurs éditions. Je trouve que pour presque en milieu de semaine, c'est pas un mercredi non plus où il peut y avoir les enfants. Et non, il y avait du monde et bonne ambiance sur le chenal, tous ensemble, c'était super. Très bien, merci beaucoup Alexandra. Et l'arrivée du deuxième skipper, Johan Richomme, se compte maintenant en heures. Il entrera dans le chenal demain matin. Et en effet, afin que la fête soit plus belle, Johan Richomme a aménagé son arrivée. Son horaire de passage de ligne est d'ores et déjà annoncé à 7 h 10 ce mercredi matin pour enchaîner sur la remontée du chenal à partir de 7 h 50 et arriver au ponton aux alentours de 8 h 20. Une arrivée donc du deuxième du Vendée Globe à suivre également en direct sur notre antenne et sur le site westfrance.fr. On se retrouve un petit peu avant 7 h ce mercredi matin pour vivre donc l'arrivée de Johan Richomme. Très bonne soirée à tous sur TV Vendée. Il était 7 h 12 très précisément ce mercredi matin au large des Sables d'Olonne. Johan Richomme a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe et se classe deuxième de cette 10e édition. Ouais, bah écoute, ouais, l'émotion d'avoir fini un tour du monde, quoi, incroyable, quoi. Je sais pas si un jour j'en avais vraiment rêvé, mais en tout cas on l'a fait, et l'impression, mais comme le disaient les autres, d'être parti il y a 2 jours, quoi. On a mis un rythme incroyable. Un peu moins de 24 heures après le vainqueur Charlie Dalin, Johan Richomme signe pour son premier Everest des mers, une copie quasi parfaite après 65 jours, 18 heures, 10 minutes et 2 secondes de course. Fierté d'avoir mené une équipe d'une page blanche il y a 3 ans à une 2e place sur le Vendée Globe, à titiller le premier, un record. Bon, moi je fais pas le record, mais bon, pas très loin. Je pense qu'on s'y était vraiment bien préparé aussi, c'est ça cette fierté, c'est pas que la course, c'est tout ce qu'on a fait avant, quoi. Dans ma tête j'étais prêt, le bateau il est nickel, il serait prêt à repartir, j'ai quasiment pas bricolé de tout le tour du monde. C'est tout ça qui est une vraie réussite et qui me rend fier voilà, aujourd'hui de ramener ce bateau en super état à la 2e place du Vendée Globe. Et à l'image de Charlie Dalin qui a révélé lors de son arrivée les différentes avaries qu'il avait pu rencontrer à bord et qu'il n'avait pas communiquées pendant la course,
Johan Richomme a aussi confié sur la ligne que son Vendée Globe avait bien failli se terminer prématurément. Moi, je vais t'avouer un truc, j'ai failli me taper un chalutier au jour numéro 2 au large du Cap Finistère, ça a failli se terminer là. Je l'ai dit à personne, il est passé à 10 mètres à gauche. J'étais sur le pont du bateau en train de changer une voile, tu vois, donc ça tient à vraiment que dalle. Accueilli par Charlie Dalin à son arrivée au ponton, Johan Richomme n'a pas manqué de saluer la performance du Havrais et est revenu sur son duel avec son ex-coéquipier de chez Massif. Ça parlait de duel tout le temps, j'étais là ouais, sympa, mais moi je vois pas comment je me bats là, si tu veux. Hein. La route elle est tout droit, l'autre il va à Mac 12. Bon j'ai essayé quoi, mais bon voilà, je me disais bien, s'il y a une opportunité, je vais forcément la saisir. Mais donc ça n'a pas été le cas. Le duel il a plutôt eu lieu en Atlantique Sud. Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là ça s'est joué sur des détails. Mais ouais, c'était un duel que forcément je redoutais parce que je savais qu'il avait la machine pour remonter l'Atlantique plus que moi. J'étais même pas déçu en fait quand il m'a passé, si tu veux. J'étais un peu aigri forcément, mais voilà, je m'y attendais tellement que c'était un moment à passer. Puis après voilà, il fallait le regarder partir. Charlie Dalin vainqueur, Johan Richomme deuxième. Le podium sera complété dans moins de 48 heures. Le Sablais Sébastien Simon est attendu sur la ligne d'arrivée vendredi matin entre 6 et 13 heures. Les autres skippers du top 10 feront leur arrivée la semaine prochaine. Respectivement 4e et 5e, Jérémy Bayou et Sam Goodchild pourraient couper la ligne Sable d'Olonne vendredi 24 janvier. Le lendemain, samedi 25 janvier, 5 arrivées sont programmées. Celles de Paul Meillat, Nicolas Lunven, Justine Métro, Thomas Ruyant et Boris Herman. Encore un peu moins de 2 semaines de course pour le trio Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer, Samantha Davis, attendu lundi 27 janvier, 4 jours plus tôt que Romain Attanasio dont l'arrivée est estimée au 31 janvier. Pour le reste de la flotte, de Damien Seguin 15e à Conrad Coleman 22e, c'est pour l'heure une fenêtre d'arrivée entre le 3 et le 5 février qui est estimée. 6 skippers de Guirec Soudé 23e à Violette d'Orange 28e pourraient pointer leur étrave au Sable d'Olonne entre le 6 et le 8 février prochain. Enfin, l'arrivée du trio en queue de peloton de cette 10e édition, Manuel Cousin, Fabrice Amédéo et Denis Van Winberg, est attendue dans plus d'un mois et demi, entre le 27 février et le 2 mars. Le podium de la 10e édition du Vendée Globe est en passe d'être complété en ce 68e jour de course. Arrivé à la pointe sud du Finistère ce jeudi matin, Sébastien Simon poursuit sa descente vers les Sables d'Olonne. Le skipper de Groupe Dubreuil devrait couper la ligne la nuit prochaine entre 23h et 1h du matin, avant de remonter le chenal demain vendredi à l'aube à partir de 8h. J'ai vraiment hâte, à la fois j'en profite parce que j'ai des belles conditions, tout va bien, mais en même temps j'ai hâte de conclure cette 3e place. Pouvoir me profiter de mes proches, et puis depuis que Charlie est arrivé, forcément la course est toujours un petit peu différente. On restera la nuit dehors, ce qui me permettra d'avoir un petit sas de décompression avec mes proches et mon équipe avant de rentrer dans le chenal. 2000 milles plus loin à la longitude du Cap Vert, la bataille dans la remontée de l'Atlantique se poursuit toujours. Après une prochaine dorsale à franchir, le groupe de 7 se prépare à négocier une très forte dépression au niveau des Açores dans 3 à 4 jours. Pour l'instant, il nous bat un peu la route avec 50-60 nœuds de vent et 8-9 mètres de mer. Ils n'ont pas trop envie d'y aller. C'est plutôt samedi-dimanche qu'il faut falloir choisir. Donc je garde de près les fichiers météo et les fichiers de vagues. Et j'espère que ça va évoluer dans un bon sens, soit avec le depth qui est un peu plus au nord ou un peu moins puissant. Et en tout cas, nous laisser un échappatoire. Après avoir franchi l'équateur mercredi, Benjamin Dutreux, Clarisse Kremer et Samantha Davis ont quitté le poteau noir et tentent de faire la jonction avec le groupe de devant. Au large de Salvador de Bahia, Romain Attanasio, lui, continue de prendre ses distances. Le skipper de Fortinet Best Western a tout de même évité le pire il y a quelques heures. Tout d'un coup, une odeur de brûlé dans le bateau. Je regarde plein de fumée. En fait, c'est le faisceau électrique de démarrage moteur, c'est-à-dire celui-là. J'ai sauté dessus, j'ai mis du scotch sur chaque fil pendant que le bateau était dehors en vrac, c'était n'importe quoi. Et le démarreur marche et tout, il n'y a pas de dégâts.
Derrière, 5 skippers, parmi lesquels Sébastien Marcet ou Violette d'Orange, se battent actuellement en bordure d'un anticyclone qui se déplace vers l'est. Le Cap Horn, lui, a vu le passage de 3 nouveaux skippers cette semaine, après le Suisse Oliver Heer mardi. Bye bye Southern Ocean, hello Atlantic. 2 nouveaux skippers ont franchi le 3e grand cap du Vendée Globe hier mercredi. Antoine Cornic d'abord, puis le chinois Jing Kunzu. Cap Horn 20 ans que je l'attends, putain, 20 ans. Allez, on rentre à la maison maintenant. Ciao, je vous embrasse tous. Au classement de ce jeudi 16 janvier 2025, arrivée imminente au Sables d'Olonne pour Sébastien Simon. Paul Meillat, 6e, se prépare de son côté à Montéoma pour entamer plusieurs réparations après la casse de son étai, ce câble structurel qui relie le mât à l'avant du bateau. Très tôt ce jeudi, Boris Herman 10e a signalé des dégâts importants sur son foil bâbord suite à une collision avec un objet ou un animal non identifié. Le skipper allemand poursuit sa course et évalue avec son équipe la possibilité de sécuriser le foil. Isabelle Joschke est 15e à bord de MACSF. 100 000 plus loin, Alan Roura complète le top 20. 22e, Jean Le Cam doit composer avec plusieurs avaries. Après la casse de son étai de J2, le doyen de cette 10e édition a déchiré son frot, l'une de ses voiles d'avant. Tandis qu'Arnaud Boissière a profité des conditions clémentes pour changer une latte de grand voile, la benjamine Violette d'Orange est, elle, montée au mât pour réinstaller une pièce défectueuse. En 33e position, Fabrice Amédéo a résolu un problème de latte de grand voile et de pilote automatique. Enfin, 4 jours après son abandon, Éric Bellion a quitté les îles Malouines et a repris la mer ce jeudi. Le skipper de Stendhal One Altavia poursuit désormais son Vendée Globe hors course, direction les Sables d'Olonne. 1h27 du matin ce vendredi 17 janvier, l'IMOCA Groupe du Breuil de Sébastien Simon franchit la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne. Le skipper sablais, l'enfant du pays, peut laisser éclater sa joie. Contraint à l'abandon il y a 4 ans, il boucle cette fois son tour du monde en solitaire et cerise sur le gâteau, se hisse sur le podium, lui aussi en un temps largement inférieur à celui du précédent record d'Armel Lecléache, 67 jours, 12 heures, 25 minutes et 37 secondes. On peut voir sur son bateau quelques stigmates de ces 2 mois en mer, des voiles usées et surtout ce foil manquant à tribord. 8 heures du matin, après quelques heures au calme, en compagnie de son équipe et de ses proches, Sébastien Simon prend la direction du mythique chenal des Sables d'Olonne. Un chenal qui s'embrase, la couleur orangée du ciel au soleil levant se mêle à celle des nombreux feux à main brandis par les spectateurs et par Sébastien Simon lui-même. Au fur et à mesure de cette remontée, l'émotion est de plus en plus visible sur le visage du premier sablais à monter sur le podium d'un Vendée Globe. Des milliers de spectateurs qui, comme pour les 2 précédentes arrivées, ont bravé le froid. Certains l'ont même bravé beaucoup plus que d'autres. Plusieurs amis de Sébastien Simon, collègues triathlètes du Club des Sables, étaient même prêts à se jeter à l'eau pour célébrer ce moment unique, mais ont dû se raviser pour des raisons de sécurité évidentes, le trafic de bateaux étant très dense dans le chenal. La remontée se termine déjà, elle est ponctuée d'un feu d'artifice, quelques instants de calme avant d'arriver au ponton où l'attendent les officiels, les journalistes, mais aussi le vainqueur et le deuxième, Charlie Dalin et Johan Richomme. Le podium de ce 10e Vendée Globe est au complet à Port-Olona. Tout comme ses prédécesseurs, Sébastien Simon est subjugué par la vitesse de ce tour du monde à la voile. J'ai l'impression qu'on est parti hier, c'est ça qui est fou et l'humain a la faculté d'oublier tous les moments difficiles et il y en a eu, et notamment la casse de ce foil qui m'a à un moment presque fait perdre espoir, mais c'est pas trop mon genre de baisser les bras, comme certains le savent, donc voilà, je me suis battu jusqu'au bout. Et surtout, c'est un projet incroyable qui a démarré il y a seulement 1 an et demi avec le groupe du Breuil, avec la famille du Breuil qui s'est investie à nos côtés comme jamais, une équipe qu'on a montée ici au dernier moment. Sans avoir de locaux, sans avoir d'infrastructures, et pourtant un projet si ambitieux. Et aujourd'hui, ça va bien au-delà de nos objectifs qui étaient ceux de juste terminer le Vendée Globe, et on finit sur le podium. Et on a même été leader pendant, je sais pas, 9, 12 fois, je sais pas trop. Et c'est quelque chose de fabuleux, c'est une expérience extraordinaire. Et ça me donne qu'une seule envie, c'est de revenir dans 4 ans.
Il reste encore 33 skippers en mer, dont 2 hors course. À 15h ce vendredi, Sam Goodchild et Jérémy Bayou étaient toujours au coude à coude, aux 4e et 5e places. Ils devraient rejoindre les Sables d'Olonne le 23 ou le 24 janvier, tout comme les suivants jusqu'à Boris Herman. Un peu plus loin, le groupe Dutreux-Kremer-Davis est attendu le 26 ou le 27 janvier. Romain Athanasio, 14e, pourrait quant à lui boucler son 3e Vendée Globe vers le 31 janvier. Seulement 90 000 séparent Damien Seguin 15e et Tanguy Le Turquet 19e. Il reste encore plus de 4 400 000 à parcourir pour Jean Le Cam 22e, plus de 5 300 pour Violette d'Orange 28e. Il reste 3 bateaux dans l'océan Pacifique, ceux de Manuel Cousin, de Fabrice Amédéo et du Belge Denis Van Winberg.